Et avec Michel Rocard. Bonjour Michel Rocard, tout le monde sait que vous avez été Premier ministre de la France. Bonjour Guillaume Durand. Que vous êtes coprésident de cette affaire du grand emprunt et que vous signez aussi chez Hachette Littérature un livre attendu, un livre dont vous venez de réécrire la préface qui s'appelle « Oui à la Turquie ». Or, vous venez nous voir à Radio Classique ce matin au moment où les Suisses disent non au minaret par référendum, 57%, et au moment où du coup Marine Le Pen demande un référendum sur ce sujet en France. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction totale entre ce livre, ce plaidoyer, cette réflexion et les opinions, en tout cas en Suisse? Ben, bien sûr. L'islam fait peur, mais la peur est mauvaise conseillère. Il y a quand même en tout dans le monde 1,2 milliard, 1,3 milliard de musulmans. Il faut bien vivre en paix avec eux. La grande majorité sont des gens modérés qui demandent à vivre en paix. C'est aussi vrai en France qu'en Suisse. On a en même temps que les résultats de ce référendum suisse, une description de la communauté musulmane suisse qui vient en général de pays presque tous laïcs et qui vivaient très calmement. Vous avez entendu le président de l'université Al-Azhar du Caire qui dit ce vote est une insulte. Je crois que c'est grave parce que il est légitime, enfin, il n'est pas obligatoire qu'une mosquée ait un minaret. Il peut y avoir un lieu privé de prière sans minaret. Mais c'est quand même un affichage de méfiance, c'est un vote de violence. C'est un vote de gens qui préfèrent qu'on se cogne. Mais est-ce que vous pensez justement que l'importation via Marine Le Pen du débat en France sur la construction du minaret, ça aura une incidence sur l'opinion? Parce qu'on est en plein débat sur l'identité nationale. Donc évidemment, une partie de la droite ou de la droite, plus à droite que la droite, va se ruer sur cette affaire. Oui, bien sûr, mais enfin, ce sera du bavardage. Il n'y a pas de raison de faire un référendum là-dessus, il n'y a pas une majorité pour le demander, rien à craindre de ce côté-là. Tous nos cimetières sont pleins de soldats musulmans qui ont défendu la France. Enfin, si on y va comme ça, on va s'apercevoir que ça fait quelques années, sinon demi-siècle, qu'une communauté musulmane de France qui compte 3 ou 4 millions de citoyens est parfaitement intégrée à la France. Nous vivons la crise dans laquelle 0,2 ou 0,1% ou 0,01% des musulmans deviennent tueurs et veulent régler ses comptes à l'Occident. C'est une crise énormément marginale, mais elle est mondiale. Mais c'est vous qui écrivez dans le livre, finalement, on est 1,5 milliard face à 1,5 milliard, à peu près, vous venez de le dire, 1,5 milliard de musulmans, 1,5 milliard de chrétiens, et depuis notamment l'intervention de l'Amérique en Irak, une incompréhension, puis le reflux terroriste, une incompréhension, voire alors, plus. Le reflux terroriste est une preuve d'incompréhension, c'est sûr, mais ça concerne très peu de gens. Malheureusement, ils sont très très dangereux. À l'inverse, l'islam progresse vers la paix et la réconciliation. Et justement, dans le cas turc, depuis la première édition de mon bouquin, c'est une réédition. J'ai refait une préface là. Il y a des événements majeurs. Le premier, c'est qu'il y a eu un traité de paix, enfin de réconciliation, disons, entre la Turquie et la République d'Arménie, qui est chrétienne, comme vous le savez. Et ils ont ouvert une conférence d'historiens qui va travailler 2 ou 3 ans, c'est un boulot énorme, pour faire l'examen exact de génocide ou pas, et arriver à des conclusions. Et puis la frontière va être réouverte dans quelques semaines, ils sont en train d'en discuter en ce moment. De la même façon, avec le Parti communiste du Kurdistan, leur parti terroriste à eux, pour des raisons d'identité collective, le calme semble revenu, et une vingtaine d'anciens émigrés communistes terroristes du Kurdistan sont revenus en Turquie, ils ont été acceptés par la police et les services secrets. Visiblement, on négocie quelque chose. Et en tout cas, l'ordre du chef qui est en prison, c'est le cessez-le-feu. Donc ces choses s'améliorent et la Turquie est en train de devenir un peu plus semblable à nous sur l'essentiel des problèmes. Alors, justement, on va parler de la Turquie, mais je voudrais revenir un dernier point, cette histoire française. Est-ce que vous avez l'impression que, dans le contexte qu'on vient de décrire, le débat sur l'identité nationale, le lien que certains font entre ce débat et l'immigration, est-ce que ça tombe bien ou au contraire très mal? Est-ce que c'est très maladroit? Ça tombe pas bien. Comment dire, l'identité nationale française, c'est une entité mouvante, c'est une entité qui change beaucoup.
Après tout, 1789, ça fait 220 ou 230 ans. Moi, je suis protestant. Je suis donc hérité de citoyen français parce qu'un beau jour d'août 1789, une belle semaine d'août 1789, souvenez-vous de ça, c'est formidable. L'Assemblée, elle n'était même pas encore, si, elle était constituante. L'Assemblée constituante a voté que seraient citoyens français, premier jour les protestants, deuxième jour les juifs, troisième jour les comédiens. Molière avait été jeté à la fosse commune, vous vous souvenez de ça? Absolument. Et quatrième jour, les gens de couleur. Ça, c'était pour les colonies, le Sénégal et quelques autres. Bon, et puis ma mère étant italienne, si Napoléon III n'avait pas... ma mère étant savoyarde, pardon. Si Napoléon III n'avait pas réussi une négociation subtile vers 1860, je sais plus exactement, je serais probablement Rital, comme ils disent aujourd'hui. Qu'on nous fiche la paix avec tout ça.